Italienne par parlare, parce que locutio, ce terme est lié au latin loqui, c'est vraiment parler comme acte de parler à autrui. C'est pas le langage, c'est pas la langue, enfin ce vocabulaire linguistique, on l'a d'ailleurs étudié avec Barbara Cassin, est très compliqué. En tout cas, quand je dis un parler, c'est parlare, c'est vraiment le parler à autrui. C'est cet acte d'intercommunication dans la cité qui est important pour Dante. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut concilier la variabilité des langues avec la possibilité de vivre ensemble, qui est une question, si on veut, on pourra en discuter après, qui est quand même assez moderne. C'est donc une question qu'affronte Dante dans le De Vulgari Eloquentia. Donc je voudrais tenter d'articuler trois thèmes étroitement liés qui forment le canevas formidable sur lequel se développe la complexe réflexion de ce traité de l'éloquence en vulgaire. Et les articuler ensemble constitue un véritable challenge, pour parler franglais, en ces années 1304-1305 pour Dante, qui est à la fois engagé dans la vie politique, exilé et poète toujours conscient de son rôle. Le premier thème est le caractère variable des parlers humains, qui constitue un fil qui parcourt toute l'œuvre de Dante sous des formulations diverses, et on verra les textes. Il dira appiaccimento en italien dans le Convivio, placitum en latin dans le De Vulgari Eloquentia, et piacere, ou encore même une expression secondo te va bella dans le Paradis 26. Cette variabilité, elle est illustrée aussi par la diversité des langues. Le second thème est la nature éminemment sociale de l'homme, compagnevole et animale, comme il dira dans le Convivio. C'est une idée forte qu'il emprunte à la politique d'Aristote et qu'on retrouvera dans la comédie comme dans la monarchie qui est écrite tardivement. Le troisième thème est le lien entre le langage et la vie en société, tel que le pose, et là aussi la différente source, en particulier l'éthique est toujours le premier livre des politiques, qui permet à la fois d'affirmer la naturalité du langage et la naturalité de la vie en société. Au début du Convivio, écrit en 1303-1304 et achevé en 1307-1308, Dante explique son projet. Puisque le savoir est nécessaire à tous, il décide d'en faire bénéficier ceux qui n'ont pas eu la chance d'y accéder, par un moyen assez original, qui est un commentaire fait sur 3 des chansons. 15 étaient prévues, on en a 3 qui sont commentées. Donc le premier livre du Convivio s'attache à démontrer, à l'aide d'arguments nombreux et variés, que ce commentaire doit être en langue vulgaire et non en latin, afin que le savoir soit vraiment accessible à tous, les hommes et les femmes, et non pas seulement les litterati. Il présente pour ce faire des excuses au latin pour cette proposition révolutionnaire d'utiliser le vulgaire comme langue de commentaire. Mais il dit, puisque ce pain est purgé de ses tâches accidentelles, peu importe, il reste à l'excuser d'une substantielle, c'est-à-dire d'être en langue vulgaire et non en latin. Il fait donc un commentaire de ces chansons en latin, et un double commentaire, puisque pour au moins les 2 premières, il va faire un commentaire littéral, puis un commentaire allégorique. Donc il reprend une tradition de commentaire pour les 2 premiers. L'ensemble de la démonstration, je suis désolée, je vais vite sur le Convivio, on pourra y revenir, mais je voudrais arriver au De Vulgari. En dépit de l'orientation univoque de l'ensemble de la démonstration, puisqu'il va vraiment montrer et il va le faire ensuite, il va utiliser le vulgaire, il va produire un commentaire en vulgaire, de façon qui a pu sembler étonnante, en comparant le latin et le vulgaire, il affirme que le latin lui est supérieur, en particulier par sa noblesse. Donc tout d'abord, le serviteur doit être soumis à son maître, c'était la première des raisons, et il a cette affirmation, le latin est supérieur par sa noblesse, parce qu'il est éternel et incorruptible. Je lis la 3e partie. Le latin, enfin, est souverain à cause d'une 3e qualité, sa beauté, dépendant de la combinaison harmonieuse de ses parties. Or, le latin est en ce sens plus beau que le vulgaire, car celui-ci suit l'usage, celui-là les règles de l'art.
Le défaut du vulgaire, le défaut principal du vulgaire est précisément la variabilité. Le vulgaire varie selon le bon... je suis perdue dans le numéro des excusez-moi. Le vulgaire et le défaut des vulgaires est qu'il varie selon le bon plaisir des hommes, a piacimento si trasmuta. C'est ce qu'il dit. Par sa noblesse, parce que le latin est éternel et incorruptible, alors que le vulgaire est instable et corruptible. Et il raconte qu'il voit dans les écrits anciens qu'on ne peut plus lire, parce que le vulgaire se modifie au gré, a piacimento, de celui qui le fait. Ce qui est important dans ce passage, retenez-le, c'est la fin, puisqu'il annonce la rédaction du De Vulgare Eloquentia. Il dit de cela, on parlera par ailleurs, et plus complètement, dans un petit livre que j'entends faire, si Dieu le permet, sur l'éloquence en vulgaire. Donc il annonce le De Vulgare Eloquentia. Or, bizarrement, je dis bizarrement parce que c'est un point d'exégèse de l'œuvre de Dante, lorsqu'on se reporte au De Vulgare Eloquentia, dans le tout premier livre, où il compare précisément les deux modes d'expression accessibles au genre humain, le parler vulgaire est ce qu'il appelle le parler secondaire, c'est-à-dire le parler savant, dont fait partie il parle du grec, il parle du latin évidemment. On lit une conclusion qui semble à la lettre opposée, à savoir que le vulgaire est plus noble. Nobilior est vulgaris, regardez juste le point 4. De ces deux parlers, le vulgaire est plus noble, d'abord parce qu'il fut le premier que le genre humain utilisa, ensuite parce que le monde entier en jouit, bien qu'il soit divisé selon diverses prononciations et vocables, finalement parce qu'il nous est naturel, alors que l'autre est plutôt artificiel. Et c'est notre intention de traiter amplement de ce parler plus noble, des actes nobilior. Donc c'est un point d'exégèse de Dante où on dit il y a eu une contradiction entre le Convivio et le De Vulgare. Moi je ne crois pas, moi j'ai soutenu qu'il n'y avait pas de contradiction et vous allez voir pourquoi. En fait il faut comparer ce qui est comparable. Et comme on va le voir, il faut comparer le passage du Convivio qu'on a lu tout à l'heure, non pas à ce chapitre 1, mais au chapitre 9. Et on va le lire ensemble. Les parallèles textuels, vous allez voir, sont clairs. Et où est-ce qu'on est au chapitre 9? On est précisément à cette période après Babel, au moment où les hommes ayant perdu, ou plutôt oublié, le parler adamique du fait de la punition divine, inventèrent leur parler vulgaire, puis leur parler secondaire, afin d'avoir une langue inaltérable dans le temps et dans l'espace. Le passage de ce chapitre 9 tourne autour de la variabilité, mais, et c'est le point le plus important, Dante, maintenant, au lieu de la déplorer, cette variabilité, comme il le faisait dans le Convivio, en donne une explication. Le parler vulgaire est variable parce que l'homme est instabilissimum et variabilissimum animal. Parce que l'homme est un être variable, soumis à variation. Ainsi, vulgaire et latin vont être situés dans l'histoire linguistique humaine post-babélique comme deux moments distincts. Ils se voient rapportés à deux types d'inventions humaines, l'une naturelle, l'autre savante, et à deux fonctions différentes du langage. Nous allons voir ça tout en détail. C'est donc au terme d'une longue démonstration qui commence en des termes philosophiques et qui se poursuit en des termes historiques, entendus au sens d'une histoire biblique totalement remaniée, puisqu'il reconstruit le récit de la Genèse rationnellement, comme il le dit, que Dante va pouvoir maintenant trouver l'explication de la variabilité des parlers vulgaires. Cette variabilité, tout en étant naturelle, a des défauts. En particulier, elle semble empêcher, elle semble diviser les hommes. Et donc, c'est à cause de cela qu'il va chercher une solution qu'il va inventer, une solution nouvelle, qui est cette invention extraordinaire du vulgaire illustre. Le vulgaire illustre devra garantir par sa fonction régulatrice et rectrice la possibilité d'une vie commune. Dante va donc dépasser radicalement l'alternative du Convivio. Le vulgaire est plus noble en tant que naturel, il est commun à tout le genre humain, le monde entier en jouit, et son caractère variable n'est plus un défaut, mais un trait naturel. Troisième point, grâce au vulgaire illustre,
la variabilité n'en constitue plus un défaut, puisque le vulgaire illustre peut jouer le rôle d'un principe unificateur d'une mesure. Ce sera ainsi le vulgaire illustre qui deviendra le plus noble de tous. Et ainsi, il aura réussi à dépasser l'alternative du convivio. La question de la variabilité est donc cruciale, puisqu'elle semble d'abord s'opposer à la transmission pérenne du savoir dans le convivio, et qu'elle semble également contraire à l'unité requise dans la cité. Et c'est d'ailleurs, on peut le noter, ainsi que la punition de Babel est régulièrement présentée par les exégètes. Je vous donne juste quelques textes. Si on prend par exemple le commentaire sur la Genèse de Pierre de Genouillet, qu'y a-t-il de plus convenable et de plus beau pour détruire et briser l'unité et le pouvoir impie que la division et la confusion des langues? Et dans cette perspective chrétienne, le seul moment d'unité retrouvé est l'instant éphémère et miraculeux de la Pentecôte. On peut lire le texte d'Augustin ou le texte de Thomas d'Aquin. Ce qui est profondément original dans le De Vulgare Eloquentia, c'est que la variabilité et la diversité des langues ne sont plus conçues comme une punition, conséquence du péché de superbe. On connaît l'histoire de Babel, les hommes qui veulent s'élever jusqu'à Dieu par la construction de cette tour à l'instigation du géant Nemrod. Donc elle n'est plus conçue comme une punition, mais comme un trait naturel des langues, étroitement dépendant du libre arbitre, donc de la liberté de choix. On retrouvera cette association entre variabilité et liberté encore accentuée dans le chant 26 du paradis, on le lira tout à l'heure. Donc, dans le De Vulgare Eloquentia, Dante va ainsi proposer de résoudre les difficultés que peut entraîner ce caractère variable et multiple des langues, en forgeant cette notion de vulgaire illustre et en donnant, et je finirai là-dessus, aux poètes, aux plus nobles d'entre eux, dans lequel bien sûr il s'inclut avec ses amis, un rôle majeur. Et en outre, et ça c'est le deuxième livre du De Vulgare Eloquentia, en se donnant pour tâche de les éduquer pour cette fonction. Donc je ne vais pas reprendre en détail le premier chapitre du De Vulgare Eloquentia, mais si on regarde les traits par lesquels il oppose terme à terme le vulgaire et le latin, et qu'on se reporte au convivio, on s'aperçoit qu'en réalité, on peut y retrouver exactement les mêmes caractéristiques. Il n'y a pas de contradiction. Les trois propriétés qui semblent favoriser le latin par rapport au vulgaire dans le convivio, à savoir la noblesse, la vertu et la beauté, ne mènent pas à la conclusion qu'il devrait être le mode d'expression adéquat pour commenter les chansons au vulgaire et transmettre le savoir au nouveau public auquel le convivio entend s'adresser. Puisque de fait, c'est bien un commentaire en vulgaire que Dante va s'attacher à composer. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on se fixe sur cette idée de la plus grande noblesse du vulgaire dans le convivio, alors que c'est démenti par l'ensemble de cette démonstration du premier livre. Et en réalité, le nœud ici, et peut-être pour comprendre cette affirmation, c'est simplement que Dante se situe par rapport au futur et pas par rapport au présent. Le présent, la situation présente, la situation scolastique et scolaire habituelle, est en effet que le commentaire est en latin. Et donc le latin semble être la langue du savoir et elle seule. Et de fait, elle est la langue du savoir universitaire et clérique, la langue des littératis. Mais Dante vise le futur. Comme il le dit, plutôt que blâmer l'outil, il faut blâmer l'artisan. Et quand de bons artisans, donc les bons poètes, utiliseront le parler vulgaire, ils l'embelliront et permettront d'en actualiser tout le potentiel. C'est ce qu'il entend faire avec son commentaire lui-même, et c'est ce qu'il s'attachera à faire en exposant les règles du vulgaire illustre dans le deuxième livre du De Vulgare Eloquentia. Par exemple, vous l'avez dans ce passage du convivio, quand il dit « On verra sa vertu », grâce à son commentaire, toujours grâce à lui-même, grâce à son commentaire, on verra sa vertu, à savoir que par son moyen sont exposés de très hauts et nouveaux concepts de façon aussi convenable, suffisante et adéquate que par le moyen du latin, etc. Donc, bien qu'il ait affirmé l'infériorité du vulgaire, en réalité, il suffit que le vulgaire soit développé, et il entend le faire, et il révélera toutes ses potentialités.
Les arguments de nature philosophique et théologique qu'on a immédiatement après ce premier livre du De Vulgari, du premier chapitre, pardon, les arguments de nature philosophique et théologique qu'il développe dans les chapitres 2 et 3 servent à établir que, à l'homme seul parmi tous les êtres, il fut donné de parler, puisqu'à lui seul cela fut nécessaire. Pour établir ce point, Dante oppose le parler de l'homme à celui de l'animal, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs dans le Conte Vivio, et en clair écho au premier chapitre des Politiques d'Aristote, puisque Aristote établit la naturalité de la cité par rapport à la naturalité du langage. Mais il l'oppose aussi à la communication angélique, en écho cette fois-ci aux nombreuses réflexions menées par les théologiens à ce propos, mais contrairement à ces derniers, il répond négativement. Autrement dit, pour lui, il n'y a de langage, de locutio en son sens, que pour l'homme. Cette naturalité qui lie le langage à la vie en société est d'ailleurs un thème très commun, qu'il s'agisse des commentateurs, à l'époque, je veux dire de Dante, qu'il s'agisse des commentateurs sur les politiques d'Aristote ou des auteurs de grammaire spéculative. On suit en général, et lui c'est ce qu'il fait, une interprétation empruntée à Avicenne, avec des commentateurs qui distinguent l'homme guidé par la raison de l'animal guidé par l'instinct, et qui insistent pour dire que l'homme naît imparfait et a donc besoin du langage pour apprendre des autres ce qui ne lui est pas donné par la nature, d'où son besoin corrélatif de vivre en société et de parler. Ces chapitres sont importants en outre parce qu'ils offrent une explication philosophique de la variabilité des parlers naturels. L'homme n'est pas mu par l'instinct comme l'animal, mais par la raison, et cette raison se diversifie en chacun selon ses choix et ses jugements. Voilà ce qu'il écrit, puisque l'homme n'est pas mu par l'instinct de nature, mais par la raison, et que cette nature se diversifie en chaque individu selon le discernement, le jugement et le choix, au point que presque chacun semble constituer sa propre espèce. Aucun homme, pensons-nous, ne peut en comprendre un autre par les actes et passions qui lui sont propres, comme ça se passe chez les bêtes. Aucun ne peut plus pénétrer en l'autre par une contemplation spirituelle, comme chez les anges, car l'esprit humain est recouvert par l'écran épais de son corps mortel. Il faudrait montrer que c'est décalqué d'un texte d'Albert de Grand, d'un texte de Thomas d'Aquin. Les réflexions sur le langage des anges sont un des lieux où les théologiens médiévaux ont le mieux parlé du langage. Donc, il est dans ce bain il connaît tous ces textes, évidemment. Et donc, il conclut que, précisément, c'est proprement ce signe qui est le sujet noble dont nous parlons, c'est la fin de ces deux chapitres. Il est en effet quelque chose de sensible pour autant qu'il est son, ce qui fait défaut au parler angélique. Il est rationnel pour autant qu'il signifie quelque chose à plaisir, ad placitum. Et voici notre placitum, piacimento, qui apparaît ici, et on va le revoir un peu plus tard. Donc vous voyez, la variabilité, la diversité est liée au caractère singulier de l'homme et à son libre arbitre. Donc, différence entre l'homme, l'animal et l'ange, qui aboutit à ce sujet noble, le parler vulgaire, qui est à la fois sensible, rationnel et donc ad placitum. C'est une expression technique, on pourrait y revenir. Il arrive ensuite à un long développement historico-biblique, si on veut, à partir du chapitre 4, qui retrace l'histoire de cette locutio humaine, du premier parler infusé par Dieu en Adam, jusqu'à Babel et la période post-babélique. Le point frappant de ces chapitres, dans ce traité, c'est la liberté extrême que Dante prend avec la Genèse. Il revendique que son commentaire doit s'appuyer sur la raison, sur des arguments rationnels, et il n'hésite pas de corriger la lettre des Écritures, comme quand il lit par exemple, quand il explique que c'est Ève qui doit être considérée comme le premier être parlant, selon la Genèse, mais qu'il entend corriger la lettre des Écritures. Ça aussi on pourrait y revenir, puisqu'en fait, dans la Genèse, c'est Adam qui est le premier être parlant, non Ève, mais il attribue à Adam d'être le premier
primum loquens, le premier locuteur, en détrônant Ève de son rôle, pour des raisons totalement différentes de ce qu'on lit évidemment dans la Genèse. Donc il corrige sans arrêt, quand il cite Dante, en réalité, c'est toujours pour transformer ses sources, et pour en faire quelque chose qui correspond à son projet. Donc l'idée de sa lecture de la Genèse, c'est que le langage, et ça aussi évidemment c'est pas dit dans la Genèse, c'est que le langage, cette locutio qui a été donnée à Adam, a été infusé en lui en même temps que son âme. Là, le point important, c'est que ce n'est donc pas une lingua materna, comme il l'avait défini au début, ce n'est pas une langue qui a été enseignée par la nourrice ou par la mère. En effet, il le redira après, Adam ne fut pas allaité, ne connut ni l'enfance, ni l'âge où l'on a fini de grandir. C'est donc un langage, ce n'est pas un langage naturel au sens du parler vulgaire tel qu'il a défini au début. On pourrait dire que c'est un langage surnaturel de création divine. Conclusion, il ne fut pas soumis à la variabilité. Il ne s'est en effet maintenu que pour les Hébreux, puisqu'il n'avait pas participé à la construction de la tour, et jusqu'au Christ pour devenir la langue de grâce. Ça, j'ai pas le texte. Dante donne. On arrive ensuite à Babel, je vais vite parce que je vais arriver à ce chapitre 9, vous allez voir pourquoi. On arrive au récit de Babel, et en réalité, Dante donne 3 récits de Babel différents. Le premier, plus conforme à l'exégèse commune, raconte la confusion des langues, confusion pourtant, et ça aussi c'est un trait original, qui ne fut pas totale, puisqu'au sein d'un même corps de métier, les hommes gardèrent la même langue. Donc c'est pas une division totale des hommes, c'est tous ces corps de métier qui avaient participé à l'édification de la tour ne peuvent plus s'entendre, et donc ils ne peuvent pas réaliser d'ouvrage commun. La seconde narration de Babel, dont il existe d'autres sources, en particulier juives, explique la diversité des langues par la dispersion. Donc on a la confusion, c'est le premier récit, la dispersion, c'est le deuxième récit, la dispersion des hommes et la division corrélative des langues en 3 branches. Et c'est la troisième explication qui nous intéresse ici, celle du chapitre 9. C'est ce chapitre qui, comme on l'a dit, est celui qui répond exactement à ce passage du Convivio qu'on a lu tout à l'heure. Dante y raconte comment les hommes ont reçu de Dieu, dans la confusion vengeresse, un idioma trifarium, un idiome triparti, c'est-à-dire divisé en 3, qui donne les 3 premiers idiomes, roman, germanique, grec. La question qu'il pose ensuite avec emphase au début du chapitre 9, en insistant sur le fait qu'aucune autorité ne l'a jamais abordée et qu'elle exige un grand effort de la raison, est de comprendre la nature de la variation qu'a subi cet idioma trifarium, et il va raisonner à partir de la branche romane. Il le dit avec emphase. Il nous faut maintenant mettre à l'épreuve ce que nous possédons de raison, nous qui voulons mener une recherche pour laquelle nous ne pouvons nous appuyer sur l'autorité de personne, à savoir quelle variation a connu l'idiome qui à l'origine était un identique. Et après, il explique qu'il passera par la branche romane. Donc vous voyez la question, j'insiste là-dessus parce que c'est une question essentielle de comprendre quelle est la nature de cette variation. Et la réponse va consister à chercher la cause de l'effet qu'est cette variation des langues. Pourquoi se produisent toutes ces différences et variations dans les discours? Cela deviendra évident par une seule et même raison. Nous disons donc que nul effet, en tant qu'il est effet, ne dépasse sa propre cause, puisque nulle chose ne peut produire ce qu'elle n'est pas. Et le point important vient ensuite. Puisque tout parler qui est nôtre, mis à part celui qui fut concréé par Dieu pour le premier homme, c'est ce langage infus d'Adam, a été refait selon notre bon plaisir, a nostro bene placito reparata, on retrouve le placitum de tout à l'heure, après la confusion, qui ne fut rien d'autre que l'oubli du parler précédent. J'insiste, il faudrait faire presque une exégèse détaillée de ce texte. Il conçoit donc la Babel et la punition comme l'oubli du premier parler. Il a été totalement oublié,
Donc, ce n'est pas à partir du langage, je dis ça aussi par polémique, si on veut, parce que souvent on a dit les premiers parlers ont été faits à partir de la division de l'idiome babélique, l'idiome adamique. Non, il y a eu un oubli total et l'homme devient, d'une certaine façon, acteur de ces langues après Babel, ce qui est complètement révolutionnaire comme conception. Il y a une rupture totale. Dieu, dans sa clémence, donne à l'homme les moyens de refaire ses parlers, mais l'homme le fait selon ce qu'il est, précisément, comme animal instable et variable, et donc il le fait comme un parler variable, parce que lui-même est instabilissimum et variabilissimum animal. Donc je reprends le texte, parce que, à force de gloser, on en perd le fil. Puisque tout parler qui est nôtre, mis à part celui qui fut concréé par Dieu pour le premier homme, a été refait selon notre bon plaisir, à nostro bene placito reparata, après la confusion qui ne fut rien d'autre que l'oubli du parler précédent, et puisque l'homme est l'être le plus instable et le plus enclin à la variation, aucun parler ne peut être durable et permanent, et il faut bien qu'il varie, comme tout ce qui est nôtre, les mœurs, les coutumes, en fonction de l'éloignement dans l'espace et dans le temps. Donc, il a trouvé maintenant l'explication de cette variabilité. La punition des hommes pour avoir érigé la tour est donc, je répète, l'oubli de la première langue, la langue adamique. L'homme doit procéder à une réparation en inventant les parlers vulgaires à partir des idiomes originels. L'homme procède donc selon son bon plaisir, bene placitum, conformément à sa propre nature d'être instabilissimum et variabilissimum. L'explication philosophique abstraite des chapitres 2 et 3 rejoint l'explication historique du chapitre 9. Le placitum, ce trait du langage humain lié à la rationalité de l'homme, se voit ainsi mis en œuvre à un moment précis de l'histoire linguistique humaine, après la punition de Babel et l'oubli de la langue première incréée. Le bene placitum marque le premier acte libre de l'homme après ce troisième péché. Dante répond ainsi à la question cruciale posée au début du chapitre 9, la variabilité des vulgaires et l'effet d'une cause qui n'est autre que la nature humaine, instable et variable. Dans l'explication philosophique comme dans l'explication historique, le placitum qui caractérise les parlers vulgaires est ainsi associé à la nature humaine. Or, il est remarquable de voir que cette idée va être reprise de façon encore plus radicale dans le fameux passage du Paradis 26. Et la démonstration du Paradis 26 est extraordinaire parce que l'affirmation de la variabilité va être mise dans la bouche même d'Adam, et donc avant Babel et indépendamment de Babel. Donc je crois qu'il pousse vraiment cette idée dans ces trois textes. Donc tu veux savoir l'important de ce passage, on ne peut pas lire tout le texte parce que c'est long, mais l'important de ce passage, c'est ce vers 114 où il dit « l'idiome dont j'usais et que je fis ». Là, on a quelque chose de différent par rapport au De Vulgari, où Adam, il a une langue incréée, infuse et donc stable, immuable, puisque c'est une création divine. Si l'homme doit refaire ses parlers vulgaires variables, c'est parce qu'il y a une rupture à Babel et qu'il a oublié la langue adamique. Or, ici, Adam, il est créateur de son langage. Il l'a fabriqué. À partir du moment où c'est une sorte d'Adam-homme, le langage d'Adam est un langage humain, eh bien le langage va varier, et il va varier avant même Babel. Et donc, comme le disent d'ailleurs les commentateurs, les premières leçons, comme Jean-Baptiste Algéris sur la première leçon sur le Paradis 26, précisément, à l'Academia de la Crusca, à la Renaissance, il dit, et c'est Adam qui le dit, c'est-à-dire que c'est Adam même qui dit que son langage a varié avant Babel, et d'ailleurs il prend comme exemple le nom de Dieu, pour dire qu'on l'a appelé I, et ensuite on l'a appelé Elle, et donc il prend cet exemple qui est l'exemple le plus remarquable qui peut être, pour dire que son propre langage, parce qu'il l'a fabriqué, et qu'il est devenu un langage humain, a varié. Or, quand on regarde le texte dans le détail, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit que c'est le plaisir humain, de nouveau, le piacere umano qui renouvelle, donc c'est le plaisir humain qui change en suivant le ciel, etc. Nul effet de la raison par le plaisir, je lis la traduction de Jacqueline Rissé, jamais nul effet de la raison par le plaisir humain qui change en suivant le ciel ne fut toujours durable. Et ensuite, on retrouve quelque chose qui est très analogue à ce qu'on vient de lire.
œuvre de nature et que l'homme parle, opera naturale e con favela, ma così o così, natura lascia poi fare a voi secondo che va bella. Mais ainsi ou ainsi, nature vous le laisse faire ensuite vous-même comme il vous plaît. Donc le piacimento, placitum, piacere, et ici secondo che va bella, une expression provençale. Donc c'est assez remarquable ce passage. Et vous avez la fin du passage où on a ce passage du changement du nom de Dieu, et évidemment à la fin ces vers qui sont décalqués d'Horace, l'usage des mortels est comme feuille sur la branche, l'une va et l'autre vient. Donc, vous voyez une éloge de la variabilité. Donc le renouvellement linguistique vanté par Horace aboutit aux mutations des vocables dans le temps et est à nouveau l'effet du piacere umano. Et donc c'est, j'insiste, Adam lui-même qui le dit, puisque c'est bien avant Babel que son langage, le langage qu'il a fabriqué, s'est modifié. Juste pour rappeler que dans ce fameux chapitre 9, si on revient au chapitre 9 du De Vulgari, l'invention n'est pas seulement celle des parlers vulgaires, mais aussi l'invention des parlers savants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parlers vulgaires se modifient et varient, on peut lire le texte, c'est de là que sont partis les inventeurs de l'art de la grammaire, donc les docteurs, grammaire qui n'est rien d'autre qu'une inaltérable identité du parler à travers le temps et l'espace. Donc, on a deux inventions. On a une invention de l'homme conformément à sa nature, des parlers vulgaires, et une invention savante. Et c'est ce passage-là qui correspond exactement à ce qui était dit dans le Conte-Vivieux. C'est-à-dire que les savants avaient besoin, et là aussi on a des parallèles chez Gilles de Rome, chez d'autres textes, je laisse là, mais il y a l'idée que cette langue savante a été inventée après et qu'elle a été inventée pour donner une langue qui a une certaine stabilité. Elle a une stabilité parce qu'elle est fixée par consensus. Le consensus bloque la variabilité, bloque la liberté. Donc c'est un passage extrêmement important, il le dit. Ils l'inventèrent donc afin d'éviter que, en raison de la variabilité d'une langue fluctuante selon l'arbitraire de chacun, ce qu'il avait vanté pour les parlers vulgaires, nous ne puissions d'aucune manière accéder aux autorités et faits des anciens, etc. Donc la langue de savoir, elle a été inventée dans un second temps, parce qu'on avait besoin d'une langue stable, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le parler vulgaire, d'expliquer aussi le parler vulgaire. Ce qui est important quand on compare le passage du Conte-Vivieux qu'on avait lu tout à l'heure à cette invention post-babélique des deux types de modes d'expression, c'est qu'ici, nous n'avons plus de jugement de valeur. J'insiste là-dessus. Il n'y a plus de jugement de valeur. C'est deux modes d'expression. Deux modes d'expression différents pour deux buts différents. Il a donc réussi à expliquer les traits qui opposent les deux modes d'expression, et la variabilité n'est plus un trait négatif ici. Et il le dit d'ailleurs très fort après, seuls des êtres stupides pourraient penser que leur langue est immuable. Donc la variabilité n'est plus conçue comme quelque chose de négatif. Il fallait pour cela associer au moyen d'une double explication, philosophique et historique, naturalité et variabilité, montrer que ces traits caractérisent les parlers vulgaires, mais aussi bien les mœurs et les coutumes, et donc ce qui est propre à l'homme comme être éminemment instable et sujet à la variation. Point suivant. Dante, pourtant, décrit les effets de cette variabilité. C'est les effets de cette variabilité dans le temps et dans l'espace. Elle a pour effet d'entraîner des divisions, des variations infinies, selon les régions, les cités, les quartiers, jusqu'à, dit-il, arriver à plus d'1 millier de parlers différents en Italie. Comment alors les Italiens pourraient-ils s'entendre pour cet amicabile commercium, pour mener à bien un dessein commun? Les chapitres 2 et 3 que nous avons déjà lus, importants pour leurs arguments philosophiques et théologiques sur la nature humaine, le sont également par leur référence au premier chapitre de la politique d'Aristote, qui associe la naturalité du langage à celle de la vie en société. Comme on l'a vu, dans les deux cas, il s'agit d'expliquer pourquoi le parler est propre de l'homme, pourquoi seul à l'homme il fut donné de parler, pourquoi cela lui est nécessaire. C'est la question, c'est une des questions
que posent les commentateurs de ce premier livre de la politique d'Aristote. Donc les chapitres 2 et 3, d'ailleurs, comme je l'ai dit, renvoient moins à l'explication d'Aristote qu'à son explication, son interprétation avicénienne. Interprétation avicénienne importante parce qu'elle insiste précisément sur la nature sociale de l'homme, sur le fait que l'homme, à cause de cette incomplétude originelle, ne peut pas seul atteindre et combler ses besoins et désirs, d'où la nécessité de vivre en société. Dante s'attache à trouver une solution à cette difficulté, un parler variable qui entraîne des divisions, une variabilité naturelle, mais qui a des défauts, puisqu'elle semble empêcher les hommes de vivre ensemble. Il va essayer d'abord de trouver un parler harmonieux et illustre, qui puisse unifier les diverses régions, villes ou quartiers d'Italie, dans les cités italiennes. On sait qu'il raconte dans de nombreux chapitres, les chapitres 11 à 15, il fait une sorte de parcours qui est vraiment un parcours de l'exilé dans les cités italiennes, et à chaque fois, il trouve dans les parlers de ces cités des défauts absolument épouvantables qu'il réprouve, des constructions embrouillées, des prononciations défectueuses, des accents paysans. Donc la variabilité, elle est naturelle, mais comme vous le voyez, elle n'a pas que des effets positifs. Il convoque les vulgaires municipaux d'Italie devant un véritable tribunal pour donner des exemples de tous ces défauts. Mais parmi les habitants de ces cités, Dante, et il critique l'ambition de certains poètes de se penser les meilleurs, il critique les Romains, il critique les Siciliens, il critique les Toscans. Les Toscans, c'est ceux qu'il critique le plus. On peut imaginer qu'il a de ressentiment à l'égard de Florence. Il dit les Toscans, abrutis par leur démence, entendraient revendiquer ce titre d'être porteur de vulgaire illustre. Donc il critique cela. Mais ce qu'il trouve dans les cités, avec ces mauvais poètes et tous ces mauvais usages, c'est des poètes qui ont su se détourner, divertérer de leur parler naturel pour produire des vers illustres. C'est à partir de ces poètes qu'il va forger ce vulgaire illustre précisément. Donc, il a fait cette chasse empirique dans les cités italiennes et il n'a pas trouvé la panthère qu'il cherchait, il n'a pas trouvé ce vulgaire illustre qui aurait pu jouer le rôle d'unificateur de cette diversité. Puisque la chasse empirique s'est révélée infructueuse pour attraper la proie recherchée, c'est une voie philosophique qui va permettre de l'attraper dans ses filets. Voilà comment il commence ce fameux chapitre 1.16 et je suis très heureuse de rappeler, puisqu'il est venu ici, que Rouli Bar, avec qui j'ai fait la traduction, nous avions écrit sur ce chapitre important, essentiel et un peu souvent oublié parce qu'il est très philosophique d'ailleurs. Donc, reprenant nos épieux de chasse, nous disons que dans chaque genre de choses, il y a nécessairement un quelque chose à l'aune duquel comparer et peser toutes les choses qui relèvent de ce genre et dont nous tirons une mesure pour le reste. On va commenter ce passage. Donc, Dante va se servir d'un principe éminemment philosophique, celui de la reductio ad unum, pour tenter de concilier la variabilité des langues et l'unité nécessaire à une vie commune. Ce principe de la reductio ad unum est emprunté à la métaphysique d'Aristote, commentée par Averroès. Dans tout genre de choses, il y a nécessairement un quelque chose à l'aune duquel comparer et peser toutes les choses de ce genre et dont nous tirons une mesure pour les autres. Ce principe, je ne vais pas pouvoir m'y étendre, le principe va jouer un rôle fondamental dans la monarchie pour expliquer la non-subordination des gouvernements spirituels et temporels. Et il y a tout un débat autour de cela. Pour lui, pour le dire rapidement, le pape le gouvernement temporel et le gouvernement spirituel ne sont pas dans le même genre. Il y a un genre au-dessus ils ne sont pas dans le même genre, et donc le pape n'a pas vocation à gouverner le gouvernement, à régir le gouvernement des hommes. Ils sont indépendants et régissent seulement au-dessus de par Dieu. Donc ce principe de la réduction ad unum dans le chapitre 1.16 du De Vulgari, il n'est absolument pas anodin. Il est commandé, et il est commenté par Thomas d'Aquin, Bonaventure, les théologiens, précisément pour affirmer la suprématie
du pape sur le régime, y compris sur le gouvernement des hommes. Donc c'est un principe, le fait de le retrouver ici, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ce principe métaphysique, en plus, est lié à un autre principe qui est aussi, lui, emprunté à la politique d'Aristote, à savoir que dans chaque communauté humaine qui a un but commun, il doit se trouver quelque chose, quelqu'un, un regens, comme il dit, un régissant et un régis. Ce chapitre est d'ailleurs utilisé, ce principe, pardon, est utilisé dans, je laisse de côté les textes de la monarchie, le principe de la nécessité d'un regens dans toute communauté est énoncé dans un passage du Conte Vivio extrêmement important, où précisément il parle de la nature sociale de l'homme, de la société humaine, le fondement original de la majesté impériale selon la vérité, la nécessité de la société humaine, humana civilitade. Civilitas en latin et civilitade en italien sont des termes intraduisibles. Et c'est dommage parce que ce sont des beaux termes. Donc, qui est ordonné en vue d'une seule fin, c'est-à-dire la vie heureuse, la vita felice. Nul n'est par soi-même capable d'y parvenir sans l'aide de quelqu'un, étant donné que l'homme a besoin de nombreuses choses auxquelles un seul ne peut satisfaire. C'est cette interprétation abutinienne de la politique. Aussi, le philosophe dit que l'homme est naturellement un animal social. L'uomo naturalmente è compagnevole animale. Et il explique que l'homme, et ça c'est vraiment le début de la politique d'Aristote, que l'homme vit dans des communautés diverses, de la cité jusqu'au royaume, de la famille jusqu'au royaume, et que dans chacune de ces communautés, il doit y avoir un regens. Il le dit plusieurs fois, il le dit ici encore, il le dit dans la monarchie. Il y a toujours l'idée qu'il doit y avoir un regens. C'est ce rôle que va jouer le vulgaire illustre. Puisque, donc pour reprendre, puisque chacune des communautés dans lesquelles vit l'homme répond à une fin particulière, chacune de ces communautés doit avoir un gouvernement, des lois et des règles propres. On lira d'ailleurs une idée proche dans le Purgatoire, dans le chant 16 du Purgatoire, quand il dit que dans chaque communauté, il doit y avoir, enfin que la raison pour laquelle le monde est devenu mauvais, c'est parce que le monde n'a pas de bon gouvernement et qu'un bon gouvernement requiert d'avoir des guides et des freins. Le guide, c'est le regens, si vous voulez, et les freins, ce sont les lois qui encadrent l'activité humaine. Donc, ce principe de la métaphysique permet de poser la nécessité d'un vulgaire illustre qui soit le unum dans le genre des parlers vulgaires. De même qu'il existe, comme il le dit, un unum pour servir de mesure pour l'homme, d'abord en tant qu'homme, à savoir la vertu, qui permet de juger l'homme bon ou mauvais, ensuite en tant qu'homme citoyen, à savoir la loi, qui permet de juger le citoyen bon ou mauvais. Il en existe un pour le mesurer en tant qu'homme italien, pour peser, c'est la balance, la métaphore de la balance, pour peser les trois éléments qui caractérisent ses actions, à savoir ses mœurs, ses coutumes et ses parlers. Et c'est précisément le rôle que jouera pour les parlers le vulgaire illustre, propre à chacun et commun à propre à aucun, et commun à tous, et qui peut exhaler son parfum de manière différenciée. Le texte est complexe, je ne vais pas le lire, je le mets sous les yeux. Donc, avec cette proposition, Dante pose l'une des conditions du futur royaume italien, la condition linguistique, puisque la fonction du vulgaire illustre sera de servir de règles et de mesures pour tous les parlers utilisés dans chaque division civile, géographique et politique d'Italie. Ce vulgaire italien jouera pour l'Italie la fonction que doit jouer chacun des vulgaires illustres dans les régions citées, ceux dont se sont servis les docteurs illustres qui ont écrit les poèmes en langue vulgaire d'Italie, ceux qui ont su se défaire des défauts de leur parler maternel. Pour ce qui est de l'Italie, ces illustres poètes, les serviteurs de ce vulgaire illustre, comme il le dit, sont au-dessus des rois, marquis, comtes et puissants.
Empiriquement, donc on l'a vu, ce vulgaire illustre, qui est le meilleur donc, dans le genre des parlers vulgaires, existe déjà chez les meilleurs des poètes rencontrés dans les cités italiennes, ceux qui ont su se détacher, divertere de leur parler maternel, municipaux. Mais avec cette solution, si on peut dire supramunicipale, il va plus loin, puisque ce qu'il affirme, c'est que ces poètes forment une sorte de curie virtuelle qui se trouve être physiquement dispersée, c'est encore l'exilé, puisqu'il n'existe pas de palais royal. Comme il le dit, le vulgaire illustre, du fait de l'absence de palais royal, est condamné à, je cite, errer comme un étranger, hébergé dans d'humbles hospices. C'est vraiment la situation de Dante exilé. L'allusion autobiographique est manifeste. Ce vulgaire illustre a pour vocation, en tant qu'illustre, d'éclairer ses sujets, en tant que cardinal, d'être au royaume comme le père de famille, encore une allusion à la politique d'Aristote, en tant que palatin, de résider en un palais royal, lequel n'existe pas encore, en tant que curial, on l'a vu, d'être une puissance régulatrice résidant à la cour. Les poètes illustres sont ainsi, comme il le dit, les membres dispersés du futur gouvernement qui, puisqu'ils n'ont pas de cour ou de prince, sont unifiés par la gracieuse lumière de la raison. C'est donc une construction, on pourrait presque dire utopique en réalité, qu'il offre ici. Dans le deuxième livre du De Vulgari, il va s'efforcer d'instruire ces poètes illustres, surtout, comme il le dit, ceux qui entendraient suivre seulement leur génie, leur ingenium, en se fiant au hasard. Et il le dit, comme lui-même a forgé son beau style en étudiant Virgile. En parenthèse, c'est déjà quelque chose qu'il avait dit dans la Vita Nova, que les poètes qui écrivent en vulgaire ne doivent pas se contenter d'écrire en vulgaire en suivant leur génie. Il n'avait pas les mêmes termes, mais c'est la même idée. Ils doivent savoir expliquer. Autrement dit, il a une exigence pour ces poètes en vulgaire qui est la même que celle qu'avaient les poètes en latin. Vous voyez, il met la barre très haut, si on peut dire. Je ne peux pas... juste un petit mot quand même. Le Convivio, vous avez le premier livre qui est donc cette espèce d'éloge du commentaire en vulgaire. Et puis ensuite, il a deux chansons qu'il glose en deux temps, donc une glose littérale et une glose allégorique. Et puis après, on a le quatrième livre du Convivio, qui est une sorte de, comme on l'a dit, une question sur la noblesse, qui est différente et qui d'ailleurs va ne faire l'objet que d'un commentaire littéral et non pas d'un commentaire allégorique. Donc il y a une rupture entre le troisième et le quatrième livre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la seule chose que je veux vous dire en parenthèse, mais c'est une parenthèse importante, c'est qu'on pense maintenant, en particulier Enrico Fenzi, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui a fait une belle édition du De Vulgari aussi en italien, enfin une traduction italienne, que le De Vulgari Eloquentia a pu être écrit juste avant le quatrième livre. C'est-à-dire que l'assistance sur la noblesse du vulgaire illustre est tellement importante, avec des arguments tellement proches à son plaidoyer en faveur de la noblesse du quatrième livre, qu'il y a quelque chose autour de la noblesse qui est important ici, à jouer. Ils se centrent donc les deux sur la notion de noblesse, et pour retourner au vulgaire illustre, il est le premier dans son genre, il est celui qui est le plus noble de tous les vulgaires, et il a surtout cette fonction de guider, d'unifier, d'élever les subordonnés, donc d'avoir une fonction d'instruction et de gouvernement par rapport aux subordonnés. Ces poètes sont un peu comme des élus, ils sont touchés par la grâce, mais ils ont une fonction qui est celle d'éclairer l'ensemble des concitoyens de Dante. Or, quand on regarde la question de la noblesse dans le quatrième livre de Convivio, c'est exactement ça. L'homme noble est celui qui a été, c'est l'élu si vous voulez, donc il a été touché par la grâce quelque part, mais il a une fonction politique dans la cité. C'est cet homme noble que Dante entend éduquer par son commentaire philosophique. Donc il y a quelque chose de proche et on travaille un peu dans cette direction. Je crois que c'est quelque chose d'un peu nouveau comme idée. Donc Dante, pour résumer, assigne aux meilleurs poètes, du fait de l'excellence de leur production poétique, évidemment à lui-même parmi eux, un rôle politique dans la cité italienne, un rôle unificateur à un moment de sa vie politique où il se tourne vers une solution impériale.
Il affirme par là même son propre rôle. Il donne à l'homme la fonction de réparer ce qui a été aboli par la punition divine suite au péché. Il fonde philosophiquement la nécessité historique d'avoir un unum au plan du langage, et il se donne pour mission d'éduquer ceux qui ont appelé à former la future cour des Italiens. Un petit mot en conclusion, qui rejoint une biographie absolument magnifique qui vient de sortir et que je vous conseille, celle qu'a écrite mes amis Elisa Brillet et Giuliano Milani, qui s'appelle « Dans les vies nouvelles ». Cette biographie est vraiment révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre en parallèle les données historiques qu'on connaît sur Dante, et il y en a peu, avec les œuvres de Dante, mais en synchronie, en rigide synchronie. Comme on en parlait tout à l'heure, parfois on va prendre des passages je sais pas, d'un chant de la comédie qui a été écrit en 1315, j'en sais rien, et on va le prendre pour étudier un événement de la vie de Dante qui s'est situé en 290. Eux, ils disent non. Il faut prendre les œuvres en stricte synchronie. Et à partir de ce moment-là, les œuvres nous offrent un récit de soi-même, c'est-à-dire Dante, c'est pas de l'autobiographie, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose à un moment donné, et il faut le prendre comme un indice permettant de comprendre et de reconstruire sa biographie. Je trouve que c'est vraiment enfin ça a été salué, c'est une biographie qui vient de sortir et qui a été saluée par la critique évidemment. Et ce qui m'intéresse ici, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est cette idée de récit de soi. Quand on prend le De Vulgari Eloquentia, Dante nous donne un récit de lui-même, et lequel. Donc je voudrais essayer de le résumer en 4 points, et c'est un travail en cours avec les auteurs de cette biographie. Dans le De Vulgari Eloquentia, Dante s'assigne différents rôles. Premièrement, il est celui qui énonce, au moyen d'une démonstration rationnelle, la fonction que doit jouer dans la cité le poète illustre, comme il le faisait d'ailleurs dans le Conte Vivio pour l'homme noble. La démonstration se fonde, on l'a vu, sur des arguments philosophiques. L'homme est un être politique et social. La communication est essentielle à la vie dans la société. Celle-ci se construit à partir de règles communes, d'un principe de gouvernement, les fameux freins et guides du purgatoire. La démonstration se fonde également sur des arguments historiques, entendons, on l'a vu, fondés sur l'histoire biblique. Le parler unique et immuable originel d'Adam, d'origine divine, n'existe plus, mais il a été donné à l'homme, après Babel, la possibilité d'une réparation, ce que l'homme ne peut faire une fois privé en raison de sa faute de ses dons surnaturels, donc ce parler incréé. Il ne peut le faire qu'au moyen de ce qui relève de sa propre nature. Or, cette nature est variable, d'où la variabilité des parlers, variabilité naturelle, mais comme on l'a vu, lourde d'inconvénients pour la vie commune. Le remède, comme le mal, est entre les mains des hommes, ou plus exactement ici, entre celles de Dante lui-même. Est-ce qu'il jouerait le rôle d'homme providentiel? Sans hésiter à corriger rationnellement la genèse et les commentaires, Dante énonce l'origine du langage et de la première langue, la perte, la réparation, ses aspects négatifs. Et il en invente le remède. Un remède analogue pour ce qui est du langage à ce qu'il y est pour d'autres dimensions de la vie collective, et qui est donc un principe d'unité. La solidarité entre tous ces chapitres du De Vulgari nous semble vertigineuse. Or, et ce point est bien mis en avant dans la biographie d'Elisa Brillet et Giuliano Milani, pour des raisons multiples, la seule légitimité qui reste à Dante, dans cette période précise où il écrit le De Vulgari Eloquentia, est non seulement la seule légitimité dans cette période d'exil, donc, dans cette période d'éloignement et de rupture. Cette période d'exil est en même temps précisément, et ça c'est quelque chose qui le met bien en avant, une période d'éloignement, c'est-à-dire il commence à ne plus trop croire au parti dont il était un membre. Il est éloigné, il est seul. Donc sa seule légitimité, en réalité, il l'explique bien, pour des raisons biographiques, sa seule légitimité, c'est la légitimité d'un poète. Autrement dit, c'est en tant que poète qu'il veut jouer un rôle politique, parce qu'il s'est détaché de ce fameux parti des Blancs.
histoires sont très compliquées, mais il est un peu en rupture. Hein. Il va arriver à la cour des Malaspina, etc. Il est un peu en rupture, et à partir de ce moment-là, sa légitimité est celle d'un poète. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on vient de voir dans le De Vulgare Eloquentia? C'est bien le rôle joué par les poètes qu'il entend développer dans le De Vulgare Eloquentia. Donc c'est certainement à cause de ça qu'il a l'idée de forger la future curia italienne à partir des poètes illustres. Entre parenthèses, il y a le modèle de la cour de Sicile qu'il prend, où il dit que justement Frédéric II et son fils Manfred avaient su rassembler tous les poètes à la cour, donc il a un modèle à un moment donné en tête. Donc il a l'idée de forger la future curia italienne à partir des poètes illustres, des poètes qui sont issus des différentes régions et cités italiennes, puisque aucune de ces cités n'a de justification à affirmer une quelconque prérogative en matière politique comme en matière linguistique. Donc on a vu le modèle de la scuola sicilienne, et on peut vraiment penser à la cour des Malaspina, où il se trouvera quelques années après, en 1306. Troisième point, Dante ne fait pas qu'énoncer la nécessité d'un unum de nature linguistique notamment, ou plus exactement de nature poétique. Il ne fait pas que désigner ceux qui doivent l'incarner et assumer les fonctions qu'il doit jouer dans la cité italienne. Il s'inclut dans les poètes illustres, de façon d'ailleurs anonyme, et derrière le masque 5 fois repris d'ami de Cino da Pistoia. Et donc il se place comme membre de la future cour des Italiens, exilés en attente d'un palais et d'un souverain. Mirko Tavoni a une idée un peu semblable, qui est l'autre auteur important d'une édition commentée avec Enrico Fenzi du De Vulgare Eloquentia, qui fait autorité maintenant. Donc, comme l'écrit Mirko, Dante réussit l'entreprise, je cite un de ses articles, Dante réussit l'entreprise intellectuelle téméraire de qualifier les docteurs eloquentes, les doctores eloquentes, les poètes lyriques italiens, à savoir lui, son ami Cino et quelques autres, dont il se fait le porte-parole, de rien de moins que les membres de la curie italienne, unis par la gracieuse lumière de la raison, en attendant que cette curie puisse, à l'égal de l'Allemagne, s'unir dans la personne unique d'un prince et se matérialiser en une véritable aula palatine. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, je finis avec ça. Dernier rôle, le rôle d'éducateur. Et c'est le deuxième livre du De Vulgare. De formateur pour les poètes illustres, et aussi ce qu'il fait quand il entend, par le convive, de formateur politique et philosophique. Donc, il cherche à être formateur, puisqu'il ne suffit pas d'être doté par la grâce, d'être élu, si vous voulez, comme les poètes illustres, d'avoir l'ingénium, d'avoir le génie, mais il faut aussi avoir la scientia. Il a des passages très forts là-dessus. Je crois que tous ces rôles forment une unité dans le De Vulgare Eloquentia, et qu'on peut prendre le De Vulgare Eloquentia comme un récit de soi-même, qui n'est pas, vous voyez, une autobiographie. Le De Vulgare est une sorte de construction assez géniale à partir d'arguments philosophiques, littéraires, politiques, bourrés de références en latin, n'oublions pas, c'est quand même très important, en faveur du vulgaire, mais surtout du vulgaire illustre, c'est-à-dire de cette langue des poètes, de cette langue qui doit permettre d'unifier la cité italienne. Je vous remercie.